qui est la barbarie dans la civilisation. Car au fond, ce que nous met sous les yeux ce qui se passe à Gaza et plus durablement l'histoire et le sort tragique de la Palestine, c'est la question coloniale, l'actualité de la question coloniale. Et quand on prétend coloniser, priver un peuple de sa terre, le dominer, être plus fort que lui, supérieur, eh bien on devient barbare. Et les crimes que nous avons sous nos yeux, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, sont le produit de ça. Et pour répondre à votre question, le piège qui nous est tendu, et nous, journalistes, nous avons une responsabilité très importante qui est similaire à celui qui a eu lieu à l'échelle du monde le 11 septembre 2001. C'est ce qu'un historien a appelé le présentisme. Donc il y a un événement, le 7 octobre, les massacres, qui comportent des crimes de guerre commis par le Hamas. Et du coup, il ne faudrait voir que cet événement, comme il ne fallait voir que les tours jumelles et les attentats d'Al-Qaïda. Donc on est pris, vous ne pouvez rien voir, il n'y a plus de passé, et il n'y a pas de futur. Et donc, vous êtes sommé d'abord de vous comporter sur le 7 octobre ou sur le 11 septembre. Et donc, du coup, vous ne pensez plus, vous ne réfléchissez plus, vous devenez indifférent, et vous connaissez la suite. Le 11 septembre, c'est la destruction de toute une région, d'un État, l'Irak. C'est le mensonge médiatique de la guerre américaine en riposte aux attentats du 11 septembre. Et là, de la même manière, eh bien, ce n'est pas une guerre contre le Hamas, on prend prétexte de ces massacres pour mener ce que j'appelle, c'est une guerre de destruction de la Palestine. Et à l'heure où nous parlons, il faut bien dire à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, évidemment, le risque, c'est de s'habituer, toutes ces photos, ces vidéos, enfants, ces journalistes, etc. Mais là, le feu vert a été donné avec la présidence Trump. Ce n'est pas une anecdote, la Riviera et la Côte d'Azur, pour détruire Gaza, pour l'épuration ethnique. Et la réunion du cabinet de guerre israélien de dimanche a acté ça. Elle a acté ça, d'où l'appel aux réservistes. Il faut chasser, c'est-à-dire qu'il faut que cette population disparaisse et que Gaza soit annexée. C'est ça que veulent les actuels dirigeants israéliens. Et dans un, hélas, grande complicité, on y reviendra sur les complicités, elles sont diverses, ou impuissance du monde. Non, bien sûr que la démarche d'Edoui Plenel est salutaire, en ce sens où elle met en perspective historique l'événement historique que représente le 7 octobre, parce qu'il ne s'agit pas de le minorer, il s'agit de le restituer dans une histoire et dans une complexité. Or, on a affaire à des animaux politiques qui se sont saisis de l'événement pour l'instrumentaliser de la manière la plus cynique qui soit, c'est-à-dire pour réaliser un projet politique. Tout ce qu'on voit se réaliser, notamment les projets de nettoyage ethnique, ce n'est pas un projet qui est né après le 7 octobre. En fait, il taraudait, il habitait un certain nombre des responsables israéliens aujourd'hui au pouvoir. Et ils ont vu une opportunité historique pour réaliser ce fantasme. Et donc, c'est ce à quoi on assiste, en fait, la réalisation d'un fantasme qui a été pensé, qui est animé par une idéologie. Le pire du sionisme, on pourrait dire, ce n'est pas le sionisme, il ne se résume pas à ce à quoi on assiste. Le sionisme, c'est plus complexe. Mais il y a une dérive de cette idéologie, notamment à cause du poids de plus en plus prégnant d'une lecture religieuse de cette idéologie nationaliste à la base, et qui nourrit ce fantasme du grand Israël, qui ne respecte pas les autres États, les autres peuples, y compris celui qui habitait dans cette Palestine historique avec des Juifs, j'allais dire historiques. Et donc, il y a toute cette entreprise de déconstruction au nom d'un fantasme foncièrement religieux, en fait, et qui peut donner le pire, et c'est ce pire qu'on est en train de constater sous nos yeux. Il n'y a pas de demi-mesure chez ces forces politiques qui sont en effet liées à ce cocktail explosif quand le nationalisme rencontre l'irrédentisme religieux féroce. C'est une extrême droite. Il y a un suprémacisme juif, ça existe. L'origine ne protège de rien. Mais c'est la bonne question qu'il faut nous poser. C'est comment devient-on barbare ? Comment des gens issus... La légitimité historique, en tout cas intellectuelle de l'État d'Israël, c'est le souvenir de la destruction des Juifs d'Europe, c'est le crime que nous avons commis en Europe, et comment des gens héritiers de cela peuvent eux-mêmes
tomber dans cet enfer. Et pour moi, je le redis, ce que active, et on en parlera probablement sur le débat français, à l'échelle du monde, c'est la question coloniale. Je cite dans l'introduction au livre, fait un parallèle. Je dis, pour moi, la Palestine est un mot pour le monde entier depuis la fin de l'après-deuxième guerre mondiale, qui résume l'injustice à l'échelle du monde. Hein. Le refus de l'égalité des droits, ce qu'on appelle le droit international, justement. Hein, c'est-à-dire que nous avons projeté notre propre faute. Hein, tous les vainqueurs du nazisme ont légitimé la création de l'État d'Israël, mais nous avons jeté comme un manteau de poussière notre propre crime sur les dos d'un autre peuple en laissant commettre une injustice sur ce peuple. La Palestine, la Nakba, est démultipliée en 67 avec la conquête des territoires. Et la comparaison que je fais, puisque la Palestine est pour moi ce symbole à l'échelle du monde, c'est avec un autre nom de pays. Et ça parle à notre histoire française qui n'est pas assez connue, Haïti. Haïti. Vous savez, quand Napoléon est premier consul, il rétablit l'esclavage et il veut reprendre Haïti à la révolution haïtienne. La révolution oubliée, mais qui est la quatrième des révolutions universelles. Hein. Il y a l'américaine, l'anglaise, parlementaire, la française, et puis il y a la révolution anti-esclavagiste. Et donc il envoie un corps expéditionnaire immense en 1802 pour reconquérir Haïti, Saint-Domingue à l'époque, aux forces de la révolution haïtienne. Les militaires qui vont faire cette conquête, c'est les militaires de la Révolution française. Ils ont les idéaux de la Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme est de 1989, 13 ans avant. Pour certains, ils sont dans les Lumières, ils sont francs-maçons, ils sont, etc. Et voilà, ils vont avec ces idéaux-là. Et là, vous avez Leclerc, le chef du corps expéditionnaire, qui est le beau-frère de Napoléon, qui lui écrit, parce qu'il voit la résistance, ils n'y arrivent pas. En 1802, il lui dit « Je ne vois pas d'autre solution que de les exterminer tous au-dessus de 7 ans. » Enfin, il dit d'abord 14 ans, et c'est son adjoint Rochambeau qui dira 7 ans. Tous. Hommes, femmes, enfants, au-dessus de 14 ans. Tous. C'est-à-dire, donc cet homme des Lumières devient un barbare. Donc vous voyez bien qu'on est au cœur d'un sujet immense qui parle à toutes sortes de situations, hein, y compris quand la Russie veut empêcher l'Ukraine d'avoir sa propre autodétermination, enfin toutes sortes d'autres situations. Ce n'est pas une histoire du passé. Et je trouve que ce qui est terrible à l'échelle du monde, c'est que l'impunité, je vais dire un mot là-dessus de l'État d'Israël, l'impunité, à part les efforts de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice, ravive à l'échelle du monde la légitimité de ça, dans toutes sortes de situations. Ouais. Et enfin, sur la solitude d'Israël, de la Palestine, pardon, justement, je voudrais dire quelque chose, parce qu'il faut qu'on ait l'intelligence de notre indignation, de notre douleur, de notre colère. Et comme pour nous, c'est facile ici en France, nous ne risquons pas d'être réprimés en le disant, il faut le dire. Il faut dire qu'il y a une grande solitude qui, moi, me révolte, qui, moi, j'étais dans un pays arabe, en Algérie, au moment de 67, c'est comment les dirigeants des pays arabes, je mets à part un peu l'Algérie, mais les dirigeants des bourgeoisies, des pays conservateurs, des monarchies, de l'Arabie saoudite, des Émirats, etc., ils ne soutiennent la Palestine comme la corde soutient le pendu. Ils laissent faire. Ils laissent faire. Vous l'avez dit, ça fait plus d'1 an et demi. Ils ont l'arme du pétrole. Ils ont l'arme du gaz, ils ont l'arme de toute la rupture des relations diplomatiques que vous voulez, ils ont l'arme du commerce. D'ailleurs, la signature des accords d'Abraham prouve bien qu'ils avaient déjà, en quelque sorte, abandonné et ils la sont Palestine. Pour continuer. Voilà. Et je dis ça parce que la Palestine, elle a été aussi, dans toute la lutte, notamment du temps de l'OLP avec Yasser Arafat, elle a été un ferment de révolution, elle a été un ferment de révolte, elle a été un ferment d'espérance démocratique. Dans tout le monde arabe, il y a une sorte... C'est pour ça que le drapeau palestinien circulait. Et donc, du coup, je dis bien ça parce que c'est une histoire terrible. À part ce que font les Houthis avec le soutien de l'Iran, les dirigeants, pas les peuples arabes, mais les dirigeants arabes ont une responsabilité immense actuellement. Immense, 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 immense. Et
nos collègues, j'étais aux assises de la Méditerranée où il y avait les collègues de ces pays-là, pour beaucoup d'entre eux, ils ne peuvent pas le dire. On ne va pas dire ça à Al Jazeera ou Qatar. Vous savez que l'affaire judiciaire que Netanyahou à laquelle il essaye d'échapper, c'est une affaire de corruption avec le Qatar. Avec le Qatar. Donc, affaire interne. Oui, affaire interne de manipulation et tout avec le Qatar, comme l'a dit Dominique de Villepin, qu'on embête sur le Qatar. Il dit mais c'est Monsieur Netanyahou que vous devriez embêter. Et donc c'est les camarades, confrères et consoeurs d'Al Jazeera, c'est pas eux qui vont pouvoir le dire, mais il faut dire ça. Il y a un immense cynisme de ces puissances économiques, financières, pétrolières, gazières qui ne font rien, rien de rien. C'est important également du point de vue, naturellement, des citoyens qui soutiennent la cause légitime des Palestiniens. C'est-à-dire que cela ne doit pas neutraliser notre regard critique, y compris vis-à-vis du monde arabo-musulman, avec quand même une distinction entre les États, qui sont, comme tous les autres États, par définition, je dirais, ceux qui n'excluent pas des exceptions, des monstres froids, comme disait Nietzsche, des monstres froids. Donc ce cynisme, bien sûr que c'est le qualificatif adapté pour qualifier les jeux de puissance au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, avec quand même un élément, c'est que ces dirigeants, en étant si cyniques vis-à-vis des Palestiniens, ces dirigeants font la démonstration de leur déconnexion avec leur propre peuple. Exact. C'est ça aussi qui est remarquable. Il y a un exemple qu'on cite peu, mais qui mérite d'être cité, c'est le Maroc. Les dockers. Les dockers qui se sont mobilisés sur les bateaux. Exactement, bien sûr. Voilà. Il faut rendre hommage à la société civile marocaine qui, en fait, saisit d'effroi par le choix stratégique qui pourrait s'entendre justement dans le petit jeu des puissances. Le choix stratégique de la monarchie marocaine finalement de nouer une alliance avec Israël pour des raisons géopolitiques, mais un choix qui est complètement déconnecté avec la volonté populaire. Oui, mais comme la souveraineté n'est pas dans les mains du peuple marocain, eh bien celui-ci, malheureusement, n'a pas le dernier mot, y compris pour définir finalement la position du Maroc sur sa relation avec le peuple palestinien. Et donc, en étant si cyniques, ils font, ces dirigeants-là, de Mohamed Ben Salman au roi du Maroc, la démonstration de leur déconnexion avec leur propre population. Donc, il y a, in fine, une source, malgré tout, d'affaiblissement de leur propre autorité, du moins de leur propre légitimité. Et, l'histoire étant ce qu'elle est, l'épisode qu'on est en train de vivre est si profond dans sa résonance qu'ils auront peut-être à payer le prix politique, d'une manière ou d'une autre, à un certain moment de leur histoire, du choix qu'ils ont fait aujourd'hui. Et puis, deuxième élément de réaction, tout en répétant l'importance de ce qui a été dit sur le comportement de ces États arabes, s'ils font moins, si cette réaction, leur choix cynique fait moins de bruit, c'est parce que aussi, comme il s'agit pour l'essentiel de dictature, ils n'ont jamais revendiqué un système de valeurs qui est celui précisément du droit contre la force, des droits de l'homme contre le droit du plus fort. Bref, ce qui fait le fondement de ce qu'on appelle les démocraties ou les états de droit démocratiques. Or, nous, précisément, nous vivons en Europe, dans un monde qu'on qualifie d'occidental, où est née, précisément, en partie, cette philosophie de la démocratie, cette théorie de la démocratie moderne, cette philosophie des droits de l'homme. Et tout cela, qui est censé constituer ce qu'on appelle notre socle axiologique, les valeurs sur lesquelles nos sociétés sont censées vivre et être fondées, est complètement contredit de manière radicale et violente par les choix cyniques de nos dirigeants qui sont en plus élus. Et donc il y a dans cette séquence un questionnement sur l'état de nos démocraties, sur l'état de l'esprit qui anime nos sociétés démocratiques, qui acceptent in fine l'inacceptable. Alors, je peux juste agir dans le dialogue, parce que bien sûr, c'est accablant. Au fond, c'est une provincialisation de notre monde qui arrive là.
à tout point de vue. Parce que si on ne défend pas les valeurs dont on a prétendu se réclamer comme étant universelles... Dont on se réclame toujours, d'ailleurs. Oui, je ne sais même plus je ne sais même plus, quand j'entends M. Retailleau, je ne crois pas qu'il se réclame de valeurs universelles. Mais voilà, donc je laisse de côté. C'est une provincialisation. Mais, comme toujours... l'inquiétude et l'espérance. Nous assistons aussi dans ce drame à un renversement du monde dont l'arme est quelque chose que vous connaissez bien, qui est le droit. Et justement, on rencontre là pourquoi les dirigeants des pays conservateurs du monde arabe ont cette attitude à l'égard de la Palestine. Parce que la Palestine, celle de l'OLP, celle du pluralisme de l'OLP, était subversive. Elle portait des idéaux démocratiques, elle portait des idéaux de pluralisme. Ne jamais oublier que Yasser Arafat faisait très attention à la surreprésentation des minorités palestinienne dans le Conseil national. N'était pas dans une logique identitaire, et les chrétiens palestiniens étaient très représentés. Je dis ça parce que le symbole, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud qui a fait le retour à l'envoyeur. L'État d'Israël se crée en 1948, officiellement, mais c'est l'année de la création de l'apartheid. L'autre caillou dans la chaussure, la séparation. À part, la séparation. Et les gens qui entourent M. Trump, pour Elon Musk et d'autres, ils viennent de l'apartheid. Et c'est l'Afrique du Sud qui, il y a un an, un peu plus d'un an, est venue dire « mais c'est nous qui relevons le drapeau ». Et ils ont fait un grand chemin. Parce qu'ils ont relevé le drapeau au nom du Sud, du ressentiment par rapport à une Europe, à un Occident qui ne défend pas ces valeurs. Mais il y a eu un cheminement dans la diplomatie sud-africaine qui n'a pas été assez salué car le voyage a été interrompu par la mort du pape. Ils ont reçu Zelensky. Zelensky a été invité dans la capitale sud-africaine pour montrer qu'on tient tous les bouts. On tient tous les bouts. Que si on défend le droit international, il n'est pas divisible. Pas à géométrie variable. Ce que j'ai repris dans le livre, j'avais fait un article il y a de ça un an, j'ai dit soutenir par rapport au campisme atlantiste européo-centré ou occidentalo-centré qui s'occupe que de l'Ukraine, je dis, et qui soutient inconditionnellement M. Netanyahou, j'ai dit votre soutien inconditionnel à Netanyahou, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à qui ? À Poutine. C'est la même chose. Et là, c'est l'Afrique du Sud qui renvoie ça. Et vous savez bien que Mandela avait toujours une fidélité à la cause palestinienne. Il y a une universalité de la cause palestinienne au-delà des conflits politiques internes, au-delà des règlements de comptes internes, au-delà du jugement que l'on peut tout à fait avoir sur la ligne idéologique du Hamas. Mais il y a une universalité qui rejoint ce que vous disiez exactement, c'est-à-dire cette question, non pas d'un universel dont quelqu'un serait propriétaire, mais d'un universalisable, de valeurs qui s'échangent. Je pense que du côté du Parti socialiste, et je l'ai dit déjà en 2014 dans cette lettre ouverte à François Hollande, où je le comparais à Guy Mollet, ne pas oublier que la question coloniale a traversé la gauche française. D'ailleurs, le Guy Mollet de la guerre d'Algérie est aussi celui qui fait l'expédition de Suez et qui soutient Israël dans une aventure qui sera défaite. Et donc, voilà, le PS n'est pas là. Mais comment dire, j'ai fait un livre juste avant qui est intéressant pour sortir de la France, pour parler d'un autre socialiste, de quelqu'un qui aujourd'hui se rattrape aux branches, qui montre bien, comment dire, il faut comprendre de quoi tout cela est le nom, de quoi Trump est le nom, de quoi Netanyahou est le nom, de quoi... Il est le nom aussi d'une certaine vision de l'Occident. C'est une barbarie, c'est une violence, ce sont des fascistes, ce sont extrême droite, mais comme Hitler n'était pas étranger à la logique impérialiste de l'Occident, eh bien ils ne sont pas étrangers. D'ailleurs, M. Biden a soutenu inconditionnellement Israël après le 7 octobre, à la logique folle de puissance. Et c'est vraiment... ce livre précédent interpellait quelqu'un qui aujourd'hui a des très fortes déclarations pour interpeller l'Europe sur son absence de soutien à la Palestine. C'est Josep Borrell, qui était le commissaire européen aux affaires étrangères jusqu'il y a peu. Et qui aujourd'hui dit « mais c'est un scandale ». Le problème, c'est que c'est Josep Borrell qui, en 2022, quelques mois après l'invasion de l'Ukraine, tient un discours aux diplomates européens. Il leur dit « l'Europe est un jardin, un joli petit jardin où tout fonctionne. Tout autour, c'est la jungle.
La jungle menace d'envahir le jardin, mais alors comme c'est un social-démocrate, il ne va pas dire on fait des murs avec des barbelés et tout ça. Non, il faut que les jardiniers européens aillent se projeter dans la jungle. Évidemment, pour lui, la jungle, c'était l'impérialisme russe qui était surgi là, mais en même temps, il disait cette illusion de supériorité. C'est un discours colonial classique. Nous sommes la civilisation et nous allons nous projeter sur le monde pour le civiliser et pour qu'il n'y ait moins de bêtes sauvages. J'ai fait ce livre, Le Jardin et la Jungle. Intéressant, hein, c'est la première fois que ça m'arrive. Le livre paraît aux États-Unis en septembre parce qu'il visait cette logique de puissance qui donne le Trumpisme, cet illimitisme. Dominique de Villepin a repris ce néologisme que j'ai mis dans ce livre, c'est-à-dire nous sommes face à des gens qui n'ont plus de limites. Plus de limites sur l'appropriation des richesses, sur l'extractivisme, sur la conquête, y compris d'alliés, hein, le Groenland, le Canada, plus de limites. Et je dis ça parce que, du coup, vous voyez bien que, pour parler des sociodémocrates et du PS, et puis de la classe de gauche traditionnelle... Parce qu'au sein de cette classe, on voit aussi la différence de degré d'engagement. Pour ne citer que lui, Raphaël Glucksmann n'a jamais porté avec la même force le combat contre l'impérialisme israélien qu'il l'a fait contre l'impérialisme russe. Ma boussole, c'est l'internationalisme, c'est-à-dire les peuples, pas les États. Hein, être du côté des peuples. C'est pour ça que beaucoup de forces de gauche, y compris certaines qui se sont réveillées sur la Palestine, ont oublié un peuple qui était le peuple syrien. Hein, on vu les États. Assad, l'illusion qu'Assad était un ami de la Palestine. Assad était un terrible ennemi, en vérité, de la Palestine. Si vous demandez à n'importe quel cadre palestinien, il vous l'expliquerait, ainsi comme Saddam Hussein. Mais, et donc le campisme, il a deux formes. Il y a ce campisme-là, de M. Glucksmann, il ne voit que l'Occident, voilà. Et le campisme est un aveuglement. Le campisme, c'est ne plus voir les peuples, ne plus voir les valeurs universalisables. Et puis, il y a l'autre campisme qui pense que, parce qu'il y a eu l'URSS, la Russie, et qui fait, hélas, des ravages sur le continent africain, par rapport au ressentiment, on pense que la Russie, c'est un impérialisme. Et c'est un impérialisme mafieux, avec une logique d'appropriation. Et donc, il y a ces deux campismes. Comment en sortir ? La boussole de l'internationalisme, la boussole des peuples. Et donc, vous me posiez la question sur la France. Je trouve très triste que toutes les gauches ne soient pas alignées sur une position de principe. Et par ailleurs, quelles que soient les divergences que je peux avoir par ailleurs avec le fonctionnement de la France insoumise, indéniablement, la France insoumise est au rendez-vous en tant que force politique sur cette question de la Palestine. Je ne peux pas le nier, et beaucoup de jeunes s'y reconnaissent, se disent, voilà, il y a une force politique qui elle, fait le taf, même si ça n'a pas toujours été dans la tradition de tous ces dirigeants, et qui est au rendez-vous de cela, sans aucun doute. Bélir, sur cette classe politique de gauche? Oui, moi, ce que je trouve remarquable, notamment en t'écoutant, c'est effectivement que le prisme colonial est pertinent. Sa pertinence, alors que, historiquement, officiellement, on dira plutôt, la page du colonialisme a été tournée, en particulier en France. Or, c'est un prisme qui reste extrêmement pertinent pour comprendre les positions, les discours de nos propres acteurs politiques. Et ce que je trouve remarquable, précisément, c'est le télescopage entre la question de l'Algérie et celle de la Palestine dans notre vie politique franco-française. Hein. Dans la mesure où tu vois bien que le prisme colonial est tout à fait pertinent pour comprendre précisément comment ces questions sont traitées et comment, d'une certaine manière aussi, elles nourrissent une forme d'irrationalité, parce qu'elles sont traitées en rupture avec ce qui est censé constituer le logiciel du bon républicain, l'universalisme, la référence à l'état de droit, etc. Tout cela est oublié dès lors que, précisément, ce qui fait l'esprit colonial, c'est-à-dire finalement une représentation verticale de l'humanité, hiérarchique, rejaillit. Et c'est ça qui est très, très saillant et qui peut aussi saisir d'effroi. C'est-à-dire que penser avoir acquis un certain nombre d'éléments dans grâce notamment à la connaissance de l'histoire, à un certain recul historique. En fait, pas du tout. Il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. D'ailleurs, à gauche, y compris à gauche, l'idée selon laquelle il ne peut plus y avoir deux États voisins en paix
est en train de prospérer, qu'il faudrait un seul État démocratique et laïque. Certains y voient un bel horizon et d'autres le désir enfin une menace pour l'État d'Israël. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vraiment une question qui mériterait en soi un débat. C'est-à-dire que c'est la question de la solution au conflit, tout simplement. Et sa réponse politico-institutionnelle. Mais moi, ce que je trouve intéressant, ce que tu as évoqué, le Parti socialiste notamment, effectivement, son passé est aussi marqué, notamment en référence à la CFIO, à la question algérienne. La grande figure du Parti socialiste, c'est François Mitterrand. Qui est François Mitterrand par rapport au traitement de la question algérienne? C'est un ancien ministre de la Justice, un ancien ministre de l'Intérieur qui a accepté finalement de ne pas faire obstacle, puisqu'il avait un droit de grâce, si mes souvenirs sont bons à l'époque, pour éviter la peine capitale à l'endroit d'un certain nombre de membres du FLN. Et il a laissé faire. Il a laissé faire parce qu'il partageait. Le logiciel de l'Algérie française. Et ce même François Mitterrand, sans remonter à son passé vichiste, est devenu malgré tout une figure, la figure de la gauche au pouvoir, avec toutes ces ambivalences qui sont en réalité encore prégnantes, notamment, ou plutôt en particulier au sein du Parti socialiste. Je ne pense pas pour le coup qu'on puisse faire un parallèle avec la... Oui, à gauche, c'est une vieille, je les cite, je crois, dans le livre, dans d'autres livres, c'est une vieille formule d'Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme. Dans sa lettre de rupture avec le Parti communiste à Maurice Thorez, il dit, voilà, le fraternalisme, c'est-à-dire, il y a le colonialisme dominateur, puis il y a le fraternalisme, c'est-à-dire le grand frère blanc, qui va te dire où est la bonne solution et qui va t'entraîner. Et donc le colonialisme traverse je veux dire, de la même manière que l'origine ne protège de rien, quand on est dans une société coloniale qui vit du colonialisme, on est gangréné par cela, on ne voit plus l'autre. Et dans le cas de la France, c'est une question actuelle, c'est pas une question du passé. D'abord parce que nous avons toujours des résidus d'empire colonial, nous sommes le dernier reste d'un empire colonial direct, mais par ailleurs, et ça recouvre tous les débats passionnels et instrumentalisés aujourd'hui, nous avons fait contre Mitterrand le travail sur la collaboration, sur Vichy, sur l'État français. C'est Mitterrand qui bloquait à cause de son passé vichiste. Et donc c'est Jacques Chirac qui a fait le discours du Veldiv, après que nous ayons, nous, journalistes, j'en ai été, fait le travail de dévoilement du mensonge étouffé de Mitterrand, alors qu'il aurait pu raconter, oui, j'étais d'extrême droite, j'étais antisémite, et puis j'ai cheminé, et puis je suis celui que je suis aujourd'hui. Non, il a fait comme dans une famille, on met un secret au placard, et ça rend tout le monde fou. Et c'est Chirac qui a fait ce discours du Veldiv sur la responsabilité française dans la destruction des Juifs d'Europe. Nous n'avons toujours pas l'équivalent sur la colonisation. Nous ne l'avons pas. Et donc, cette question, elle n'est pas dénouée. Et non seulement elle n'est pas dénouée, mais du coup, elle est une gangrène. Monsieur Retailleau, Monsieur Darmanin, l'extrême droite, n'en parlons pas, qui est l'héritière de tout ça. Oui, parce qu'il y a un impensé colonial à chaque fois, on le voit dans les prises de parole. Il est dit. Je pense qu'on va parler de l'islamophobie et après l'assassinat d'Aboubacar Cissé, au moment où il faisait sa prière dans une mosquée. On voit bien que la question de l'islamophobie, on y revient ce soir sur Mediapart, un sociologue avait bien raconté ça, c'est comme une couleur de peau, en fait, derrière l'idée du musulman. C'est-à-dire, le musulman qui est visé n'est pas forcément croyant. C'est comme le racisme à l'égard des Noirs, de ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que vous. Et c'est un racisme qui est banalisé aujourd'hui.